La deuxième conférence porte sur la place réelle de l'homme dans l'univers. L'orateur s'interroge sur le fait d'être seul à contempler le ciel étoilé et se demande s'il existe d'autres êtres sur d'autres planètes qui partagent le même regard. Il explique que notre place dans l'univers est unique car il n'y a pratiquement aucun autre système solaire similaire au nôtre. Pour qu'il y ait des conditions favorables à la vie comme sur Terre, il faut des éléments spécifiques tels qu'un Soleil provenant d'une supernova, une planète située à une distance adéquate et une lune pour maintenir l'inclinaison de la Terre et les saisons. De plus, il faut des composants atomiques spécifiques et une évolution génétique similaire pour permettre l'existence de la vie telle que nous la connaissons. L'orateur mentionne également la présence d'extraterrestres et d'interterrestres avec des formes de vie différentes, mais ils ne peuvent pas rester longtemps sur Terre en raison des différences de conditions. Certains cherchent à voler la génétique humaine pour créer des corps compatibles avec notre environnement. Il existe également des voyageurs transtemporels qui ressemblent davantage à l'homme. Si l'on rencontre un extraterrestre qui nous ressemble, c'est probablement un de ceux-là. Selon cette argumentation, il est suggéré que l'entité dont il est question n'est pas une extraterrestre, mais plutôt un être transtemporel, c'est-à-dire un descendant du futur qui est présentement présent dans notre présent. Cette notion remet en question notre perception du temps et de l'existence. L'auteur mentionne également la capacité de réincarnation et de perception de différentes vies à travers le temps. Il évoque également l'idée que notre présence dans l'univers ne se limite pas à notre existence actuelle, mais englobe toute l'histoire de l'humanité. Dans cette conversation, l'idée principale est que notre perception du temps et de notre présence dans l'univers est limitée par notre corps physique et nos sens. L'auteur explique que nous ne pouvons pas expérimenter pleinement le passé ou le futur car nous sommes liés à notre corps actuel. Cependant, il suggère que notre conscience, qui est partout en même temps, peut transcender ses limites et nous permettre de vivre des expériences simultanées dans différents endroits et époques. Il souligne également que notre perception de l'avenir peut être influencée par nos peurs et nos mémoires, mais que nous avons le pouvoir de changer notre avenir en modifiant nos actions et nos croyances. En somme, l'auteur invite à élargir notre concept du temps et de notre présence dans l'univers, afin de mieux comprendre notre existence et notre impact sur le monde qui nous entoure. Dans cette discussion, les intervenants abordent la notion de temps et l'incapacité de prouver l'existence du passé ou du futur de manière certaine. Ils comparent le fonctionnement de la conscience humaine à celui d'une caméra défectueuse qui ne permet pas d'avoir une vision claire du temps. Ils soulignent que le présent est la seule réalité certaine, tandis que le passé et le futur sont des constructions basées sur la mémoire et l'imagination. Ils argumentent que l'avenir n'existe pas réellement, car il est toujours perçu à travers le filtre du passé. Ils remettent également en question la fiabilité des voyages astraux et soulignent que même les témoignages et les preuves matérielles ne peuvent pas garantir l'existence passée ou future d'un événement. Ils concluent que la seule certitude est la présence de chaque individu dans le moment présent. Dans cette conversation, il est question de différentes théories et réflexions sur le temps, l'espace et la conscience. L'un des interlocuteurs prétend avoir la capacité de se déplacer dans le temps et de voir des images floues qui lui permettraient de créer l'illusion d'un déplacement temporel. Il discute également de la notion de présence, affirmant être présent partout et nulle part, à la fois grâce à la conscience. Il souligne l'importance de la conscience dans l'existence humaine et sa capacité à vivre l'instant présent. L'exemple donné concerne le développement d'un bébé et sa croissance harmonieuse. La conversation semble être une discussion philosophique et abstraite sur des concepts liés à l'existence et à la conscience. Il semble que la personne s'exprime sur le fonctionnement du corps humain et la compréhension de son développement et de ses guérisons. Elle souligne que la science ne peut pas tout expliquer et que d'autres facteurs, tels que le mental et la psychologie, peuvent jouer un rôle dans les guérisons. Elle évoque également l'idée que le corps est fluide et en constante évolution, et qu'une autre perspective pourrait permettre de mieux comprendre son fonctionnement. Elle mentionne également que l'humain ne devrait pas se prendre trop au sérieux, car il est simplement un petit satellite sur une planète parmi d'autres. Dans cette discussion, personne exprime des réflexions sur l'humanité et l'univers. Elle souligne l'importance de prendre conscience que l'humanité fait partie d'un univers vaste et que notre vision ne doit pas être égocentrique. Elle évoque également le lien entre la conscience et le futur, et l'idée que notre volonté façonne notre destin. Elle affirme que l'homme ne désire rien, mais qu'il fuit plutôt les choses qu'il ne veut plus. Elle explique également que la conscience ne descend pas dans un corps qui souffre. Et que Jésus, par exemple, n'a pas souffert réellement. Finalement,
Elle fait référence à l'organisation de la conscience vers un monde plus intelligent et pacifique, dépourvu de contraintes. Ce texte traite de la progression vers la paix intérieure et de la relation entre la conscience et l'ego. L'auteur souligne que la conscience guide l'ego vers la paix, mais que celui-ci peut être résistant au changement. L'ego est souvent influencé par des pensées négatives et peut même préférer la destruction à la paix. L'auteur précise qu'on ne s'adresse pas à l'humain quand on parle à l'ego, car celui-ci agit de manière égoïste. La conscience, quant à elle, ne fait rien, mais c'est l'ego qui agit selon ses directives. L'auteur utilise l'analogie d'un attelage de chevaux pour expliquer que plus il y a de chevaux, moins on a de contrôle, bien que ce soit plus confortable. Il affirme que lorsque l'on atteint un certain niveau de conscience, on pourra contrôler notre corps physique et prendre soin de lui de manière consciente. En conclusion, l'auteur suggère que l'humain doit développer sa conscience pour atteindre la paix intérieure et maîtriser ses actions. Dans cette conversation, il est question de dresser des chevaux et de les organiser dans le but d'améliorer sa vie. Il est notamment évoqué l'exemple d'un alcoolique qui tente de se détourner de la boisson. Les chevaux symbolisent les différentes facettes de notre vie et il est affirmé que lorsque nous parvenons à les contrôler, nous améliorons notre niveau d'énergie et notre bien-être. On se demande alors quel sera le rôle de l'homme une fois qu'il aura maîtrisé ses chevaux. La réponse est que tant que nous ne serons pas suffisamment télépathes pour communiquer sans les mots, nous ne pourrons pas comprendre pleinement cette nouvelle étape de notre existence. Il est également suggéré que le concept de liberté, qui consiste à se restreindre pour se conformer aux attentes des autres, est inutile et entrave notre épanouissement. On rappelle également que le pardon de soi-même est essentiel pour avancer et que cela permet de se libérer du karma. Enfin, on aborde brièvement le sujet de l'intimité et de la nudité, où il est souligné que se dénuder devant ceux que l'on aime n'est pas facile pour tout le monde. Dans ce discours, le locuteur explique qu'être véritablement soi-même, sans masque ni secret, peut nous procurer un sentiment de bien-être. Il soulève l'idée que nous sommes souvent influencés par des éléments externes qui ne nous correspondent pas réellement, ce qui rend la vie pénible. Il encourage à être authentique et à se défaire des attentes sociales ou des illusions qui nous entourent. Il mentionne également l'importance de prendre soin de soi et d'aimer son propre corps, en évitant de suivre des régimes alimentaires néfastes. Il affirme que le fait d'être en paix signifie ne plus être harcelé par des pensées négatives ou discours intérieurs critiques. Il met en garde contre le fait de se laisser influencer par les autres pour arrêter de vivre selon nos propres convictions. Finalement, il souligne que s'arrêter dans notre développement personnel peut être une forme de manipulation. Dans cette synthèse, il est dit que l'être humain est manipulé par différentes influences, telles que les croyances religieuses ou les enseignements. L'importance est donc de ne pas se laisser influencer et de rejeter ce qui ne nous correspond pas. Il est aussi souligné que l'humain sert souvent d'aliment aux forces de la mort. Pour prendre conscience de notre véritable présence dans le cosmos, il est nécessaire d'élargir notre point de vue et de comprendre notre place dans l'univers. La conscience joue un rôle clé dans cette prise de conscience, permettant de vivre des expériences et de les interpréter sans forcément avoir les mots pour les exprimer. La synthèse de ce discours est la suivante, l'orateur parle de la conscience et de la perception de la réalité. Il affirme que notre expérience de la vie est moins réelle que la réalité cosmique et qu'il est inutile de se concentrer sur des détails insignifiants. Il souligne également l'importance de se détacher des contraintes et des inhibitions sociales pour être véritablement libre. Il évoque également la mort comme une étape naturelle et rappelle que l'importance réside dans les expériences vécues et non dans des préoccupations superficielles. Enfin, il encourage à embrasser la présence et à trouver un sens plus profond dans notre existence.